Hello tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Tour Zéro. Cette semaine je suis avec Night Crash parce que PDPU est en vacances. Alors il a décidé en chill a priori de vous sortir quand même un ou deux petits trucs. De son côté, une petite deck tech, je sais pas Mm. si elle sort après ou avant cet épisode, le calendrier est un peu flou. Je pense qu'elle sortira Mais, après. euh, Mais mais normalement, il voilà, prépare des petits trucs. donc vous aurez quand même PDPU qui sera présent un petit peu sur la chaîne cette semaine. Mais du coup, pour cet épisode, ça va être Night et moi, et on a décidé de vous parler des expansion slots. Alors, Oui. pas uniquement de ceux qui ont été spoil, on va en parler, donc spoiler alerte, si vous ne voulez rien connaître de la prochaine édition. On va parler de cartes de cette édition, alors pas des cartes emblématiques de cette édition, parce que du coup, par définition, les expansion slots, c'est des trucs un peu en dehors du lore du set et tout ça, mais on va en parler quand même. Mais on voulait parler un peu plus du concept d'expansion slot dans son ensemble, de ce que ça signifie et a signifié pour le jeu quand c'est arrivé, de ce que maintenant 4, 5 éditions, enfin on arrive sur la cinquième édition d'expansion slot. Plus tard, qu'est-ce qu'on peut en dire en tant que joueur et qu'est-ce que ça a apporté. Et voilà, donc on va faire un petit peu un récap de tout ça, ce qu'on en pense, notre avis dessus, est-ce que c'est quelque chose qu'on a trouvé bon pour le jeu ou pas, etc. Mm. Mais avant ça, Night, comment s'est passée ta semaine? Eh ben écoute, ma semaine s'est bien passée. Je vais parler de la semaine vu que là on recorde le mardi, donc ça va être par rapport à mardi dernier. J'ai pas pu aller faire l'armory la semaine dernière parce que j'étais un peu occupé. Je suis un peu blindax en ce moment. Donc j'ai pas fait de tournoi. Par contre, j'ai deux Gugus qui sont venus chez moi pour enregistrer plein de choses que normalement vous en avez, oui, vous en avez normalement déjà vu sur la chaîne. Donc ça, c'était très sympa. Mhm. Et ça tombe bien qu'on parle des expansion slots parce que je pense que le truc que je veux le plus regarder à ce niveau-là, c'est justement un expansion slot qui a été annoncé pour The Undead. Et du coup, vu qu'on a déjà Fabrari, Talichar, j'ai pu faire quelques tests avec, puisqu'il s'agit d'un spoiler pour un ninja. Alors, je donnerai pas le nom du ninja pour pas spoil la carte, mais c'est un ninja avec lequel j'ai gagné un ProQuest. Je n'ai gagné qu'un seul ProQuest, donc c'est potentiellement une carte qui va beaucoup m'intéresser. Et je voulais voir un peu, vous allez comprendre au fur et à mesure de cette vidéo, mais la carte est plus qu'intéressante. Et après l'avoir testée, la carte est vraiment plus qu'intéressante. Et du coup, ce sera sûrement une discussion intéressante vis-à-vis de ça. Donc je pense que c'est le plus gros de Fab que j'ai fait cette semaine. C'est vraiment tester un peu la carte sous toutes les coutures, voir un peu ce qu'elle peut donner. Et sinon, voilà. Et toi, Croissant, qu'as-tu fait cette semaine? Euh, alors, j'ai pas beaucoup joué à Fab, même si je sors juste avant qu'on enregistre cet épisode de 3 games de test avec un ami du Discord qui teste beaucoup en ce moment sur des decks et tout, parce que c'est une période un peu creuse compétitivement parlant pour les tryharders. Et du coup, ça en profite pour tester pas mal de choses et Mm. entre guillemets, prendre un peu d'avance sur la prochaine méta. Et du coup, enfin, pour ne pas forcément avoir besoin de retester des choses quand les nouvelles cartes sortiront et les nouveaux héros sortiront, mais du coup, pour pouvoir se concentrer dessus. On a fait 3 games, j'en ai gagné 2. Voilà. Voilà. C'était cool. Ça m'a redonné un peu envie de jouer au jeu dans le sens où en ce moment je joue pas énormément, mais j'ai envie de refaire des games. Après, j'ai pas forcément envie, enfin, c'est pas envie, mais j'ai pas forcément beaucoup de temps à allouer pour aller en armory parce que je mets des priorités un peu sur d'autres choses, notamment aller à mon weekly de Grand Archive le jeudi. Mais ça m'a donné envie de refaire un peu des games et tout, donc je vais essayer peut-être de refaire un peu des games sur Talishar et tout, et de re-rentrer un peu dans un groupe de practice test, ou enfin on va voir. Mm. Voilà, mais donc c'était cool. Et puis sinon, en termes de jeu, puisque maintenant comme on n'est plus une chaîne uniquement de Fab, on peut parler de notre semaine sur d'autres jeux. Et du coup, j'ai gagné mon weekly sur Grand Archive. Voilà. Bravo. Bon, c'est des weekly à entre 4 et 8, donc c'est pas non plus le tournoi de l'année. Mais du coup, sur les derniers tournois qu'on a fait en boutique, je crois que je suis à un record de genre 15, 1, 2, un truc comme ça.
Ça va. 15 wins, une défaite et 2 draws. Donc c'est ok. Et du coup, en fait, ma dernière round était contre Ariella, que les gens qui nous regardent connaissent peut-être, surtout sur Paris, puis c'est un gros joueur de Flesh and Blood qui en ce moment joue avec nous à GA. Et en fait, il était en mode. On parlait d'un deck pendant notre game, on parlait d'un deck qui voulait potentiellement jouer pour le gros tournoi qui arrive en janvier, dont j'ai déjà un peu parlé dans d'autres vidéos. Et en fait, il était en mode oh ouais, il va manquer ça et tout, ouais, ça coûte 80 balles, c'est galère à trouver, il n'y en a pas vraiment sur le marché en Europe et tout, machin. Il ouvre son petit booster de participation. C'est des petits boosters d'Event Pack, un peu comme les Gem Pack qui arrivent Oui, sur Flèche. c'est vrai qu'ils Et les il ont fait. annoncés, ouais. Et puis il le sort et il fait oh bah je l'ai. Et moi j'étais en mode bah j'ai un peu le seum parce que tu sais, genre c'est 80 balles, tu vois, et moi je suis en mode bah dans le mien il va rien avoir et tout. Et en même temps j'étais grave content pour lui parce que du coup bah c'est une carte qui est chiante à trouver et qui en ce moment est jouée dans tous les decks, ou presque. Et du coup grave cool, tu vois. Et après j'ouvre moi mon pack de gagnant, donc c'est un pack où t'as un peu plus de chances d'avoir des trucs dedans normalement. Et j'ouvre cette magnifique carte, alors je sais pas si on va bien voir à l'écran, mais cette magnifique On la voit. carte On voit bien la qui est pas signature très surtout. forte, voilà, qui est pas très forte pour le moment, mais qui est ce qu'on appelle une CSR, donc c'est des collecteurs super rares, et en fait c'est des cartes qui sont signées dessus, qui sont en full art avec un traitement foil un peu particulier, et qui en général valent plusieurs centaines d'euros, donc très cool. Et les cartes sont juste, enfin, je trouve que les cartes CSR dans ce jeu sont vraiment magnifiques. Et du coup, ça fait plaisir parce que c'est des très jolies cartes de collection, un peu comme les Marvel sur Fab où tu vois, quand tu ouvres une Marvel, t'es vraiment en mode waouh, la carte est vraiment magnifique parce que t'as un traitement particulier et tout. Là, c'est C'est un ça. peu le même style et du coup, ça fait plaisir. C'est là, je crois que c'est la 6e ou 7e CSR que j'ouvre. Après, j'ouvre beaucoup de boîtes sur le jeu, mais c'est la 6 ou 7e, donc grave content. Et voilà. T'ouvres Et plus puis de en plus, CSR que de Marvel, quoi. j'ouvre très peu de Fab en réalité. Genre, enfin, tu vois, en proportion sur ma vie de joueur Fab et ma vie de joueur GA, j'ai ouvert beaucoup plus de GA. C'est une des seules manières que j'ai d'avoir des cartes, donc je C'est suis un vrai. peu plus obligé C'est vrai que c'est d'open très et de différent. gamba. Mais voilà, donc très cool. Et puis en plus, rapidement pour finir, parce que c'est un épisode où on veut quand même parler de Fab, le main topic aujourd'hui, mais c'est cool aussi parce que c'est probablement le deck que j'envisage le plus pour Utrecht en janvier, celui que j'ai joué cette semaine sur Grand Archive. Et du coup, voir que ça performe, même si c'est un niveau local évidemment et tout, mais tu vois, voir que le deck fonctionne et tout, c'est cool parce que ça me donne quand même de l'info et des trucs que je pourrais modifier. J'ai pas mal d'axes et de pistes d'amélioration et du coup, c'est cool parce que Ouais. ça me donne de la data. Au moins être sûr Donc que le voilà, deck tourne, quoi. c'est ça. Ok. Ah, le deck, le deck des fois, il a un peu de mal, mais globalement, il tourne pas mal, hein. Il tourne pas mal. Le deck, il fait vraiment des choses. En parlant de deck qui Mais tourne pas voilà. mal, c'est bien, t'as vu, je vais essayer de faire une petite transition. Mais Ouah. en Quand tu fait, dis, je vais essayer de faire une petite transition, ça casse tout, Night. mais non, C'est, tu vois, justement, parce que les gens, faut en la fait, faire de manière smooth. mais les Tu gens, ils vois, savent genre. que moi, je suis king of flop. Mais en fait, quand vous vous souviendrez, je pense, de cet épisode où j'étais en mode ouin ouin, Art of War il est ban, ouin ouin, j'ai plus de deck à jouer, ma vie est foutue. Et ben en fait, là, c'est rigolo parce qu'avec The Undead et notamment les expansion slots, et ben je suis en mode oh là là, mais en fait, je vais avoir 3 decks à jouer, c'est de la folie. Parce qu'en fait, il y a donc Zen qui performe plutôt bien avec sa version actuelle et que du coup, je suis en train de me remonter pour retrain avec parce que c'est un ninja que j'aime beaucoup et possiblement dans une version plus fair. Je pense que ce sera bénéfique pour moi aussi de le jouer en version pas dégène parce que j'aime bien aussi progresser sur ce genre de truc. Évidemment, il y a Syndra qui arrive, hein. Ça, ça va être la waifu de l'année pour moi, je pense, pour tous mes gros événements compétitifs. Et ensuite, du coup, l'expansion slot de Katsu, à propos duquel on va parler, qui du coup est très intéressant et qui, je pense, représente bien aussi. Enfin, moi en tout cas, c'était la raison de pourquoi je voulais parler des expansion slots, parce que j'ai l'impression que dans la communauté, il y a beaucoup de personnes qui. Surtout des nouvelles personnes qui sont en mode oui, mais du coup, c'est quoi l'intention? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Où ils vont avec? Est-ce qu'il n'y a pas des choses un peu déséquilibrées? Et je pense que de toute façon, on va en parler, on va en parler dans l'épisode. Déjà, Croissant, est-ce que pour les plus néophytes qui regardent cette vidéo, tu peux expliquer ce que c'est un expansion slot?
Ouais. Alors, l'expansion slot, c'est un slot défini dans votre booster qui remplace un slot de token. Enfin, qui remplace pas tout à fait un slot de token. En gros, c'est dans votre booster maintenant, vous pouvez sur les 2 derniers emplacements, vous avez 2 tokens. Et une fois tous les X boosters, vous aurez à la place d'un des 2 tokens une carte parmi une sélection de X choses. Ces X choses étant les Majestic qu'on appelle d'expansion slot, on va revenir dessus, les héros adultes, les héros adultes qui sont maintenant des cartes Majestic qui sont sur ces slots-là, donc qui ne sont pas dans le reste du booster, les cartes légendaires, les Call Foil et les Marvel. Et du coup, donc c'est un slot à la fin de votre booster où quand vous ouvrez, vous voyez une de ces cartes et super, on est content. Et donc les Majestic d'expansion slot, ce qu'on appelle les Majestic d'expansion slot, c'est des cartes qui ne sont pas des cartes pour les héros du set. Et de mémoire de ce qui est sorti jusqu'ici, c'est pas juste que c'est des cartes qui sont pas pensées pour tel héros et qui ne sont pas pensées pour être jouées dans tel héros, mais qui pourraient l'être. C'est vraiment des cartes qui ne sont pas légales dans les héros du set. Donc là, par exemple, attention spoiler, pour le prochain set, on a a priori assassin, ninja et warrior, le tout entouré de draconique et de chaos, qui est un potentiel nouveau talent qu'on devrait avoir découvert quand cette vidéo sortira. Parce que Normalement, ça sort dans 2 jours au moment où on tourne cette vidéo. C'est ça. Donc voilà, donc on aura un peu plus d'infos. Mais bref, tout ça pour dire que l'un des expansion slots dont on reparlera, c'est une carte ninja que Nightcrash a évoqué, mais qui est une spécialisation de Katsu. Et comme c'est pas Katsu le ninja qui est dans l'édition, même si la carte est ninja, la carte n'est pas légale pour un héros de l'édition. Donc les expansion slots, c'est vraiment des cartes qui ne sont pas légales pour le héros de l'édition quand c'est des Majestic. Et du coup, en fait, ça permet pour LSS de faire un truc un peu fourre-tout. Dans le sens où, pas fourre-tout négativement, mais dans le sens où ça leur permet d'imprimer des cartes pour certains héros ou certaines stratégies ou certaines classes dont ils pourraient juger que c'est pertinent de le faire, d'un point de vue lore, d'un point de vue besoin compétitif, d'un point de vue... voilà, il peut y avoir plein de raisons. Et en fait, ça leur permet de le faire sans avoir besoin d'attendre le 3 ou 4e set d'après, dans lequel on revoit ce héros ou on revoit cette classe. Et du coup, pour imprimer une carte Wizard, par exemple, s'ils estiment que Verdance en a besoin, Rosetta vient de sortir, c'est le dernier set, donc on ne devrait pas revoir de Earth ou de Wizard avant un certain temps, et encore moins de Earth Wizard en même temps, dans un main set, je veux dire. C'est probablement pas quelque chose qui, dans un set draftable, avec tout un pool de cartes, va revenir tout de suite. Par contre, ils estiment, parce qu'ils savaient déjà à l'avance, parce que ça, on n'est pas dans leur tête, mais ils estiment que Verdance n'est pas un héros qui est forcément tout à fait fini, qu'elle a encore besoin d'un petit peu de cartes, etc. Et donc là, ils lui sortent une spécialisation sur son expansion slot. Alors, est-ce que la carte est forte, pas forte? Ça, c'est pas forcément le débat à l'heure actuelle, mais c'est juste pour montrer comment ça fonctionne. C'est ça. Et du coup, que ça leur permet de changer un peu leur calendrier de sortie et d'adapter des choses de ce point de vue-là. Non, tiens, ouais, c'est exactement ça. Alors, une autre petite précision, ne sont pas comptés expansion slot les cartes qu'on va trouver en supplément dans les displays. Alors, quand je dis ça, c'est par exemple, je pense au Golden Booster qu'il y avait dans MST. C'est-à-dire que Enigma New Moon n'est pas un expansion slot parce qu'elle n'est pas prévue dans les boosters. Et pour les gens qui se demanderaient pourquoi ces expansion slots se trouvent aussi sur la base des tokens, c'est parce que depuis maintenant quelques temps, LSS a rendu tous les sets draftables. Et du coup, pour que les boosters puissent être draftés, c'est simple, quand vous êtes en draft ou en scellé, vous ouvrez votre booster, vous retirez les 2 cartes tokens du booster. Et vu que là, les expansion slots, les Marvel, les légendaires sont sur ces expansion slots, de toute façon, ce sont des cartes qui ne sont pas jouables en limité. Donc voilà, vous êtes à un événement, vous faites une draft, vous ouvrez 2 tokens, les 2 tokens, vous avez une Marvel. Félicitations, elle est à vous, elle n'a pas à tourner avec les autres personnes. Et ça, il me semble que c'est depuis Bright Lights, parce que Outsider, on pouvait jouer les légendaires. Oui, en fait, c'est en gros dans Bright Lights où ils ont fait un changement pour le limiter qui était qu'on n'a plus le droit de jouer les Call Foil et les légendaires.
Et du coup, elles sont passées pour que ce soit clair quand tu ouvres ton booster en tant que joueur en tournoi, en boutique et tout. Ils ont passé les Cold Foil, les légendaires, ainsi que les M pour d'autres héros, qui ont été quelque chose qui a été créé au moment de Bright Lights, sur ce qu'on appelle maintenant l'expansion slot, et où du coup, ça permet, comme tu dis avec Crash, d'être sûr. En fait, peu importe ce qu'il y a sur ces deux slots, quand tu ouvres ton booster pour du limité, tu enlèves les deux dernières cartes. C'est ça. Peu importe ce que c'est. Elles Donc, ne font pas partie de ton pool, elles n'ont pas le droit d'être dans ton deck. S'il y a des cartes jolies ou rares ou machin dedans, c'est à toi. C'est avec les boosters que tu as ouverts et ça fait partie des cartes que vous pouvez ramener chez vous qui vous appartiennent. Mais c'est pas des cartes avec lesquelles vous allez pouvoir jouer pendant le tournoi parce qu'elles ne sont pas légales dans votre pool. c'est ça. Voilà. Et du coup, ça permet plus de clarté plutôt que s'ils avaient dit. Enfin, un, ça permet plus de clarté et deux, surtout, ça permet de pas genre enlever une carte au milieu du booster qui du coup change les nombres dans la draft ou dans le CD. Et comme ça, on est sûr que tout le monde joue avec le même nombre de cartes, peu importe la qualité de l'ouverture et s'il y a des jolies cartes ou pas dedans. C'est ça. Et, et ça a d'ailleurs été un gros point de changement qui est pas spécifiquement lié à la qualité des cartes ou à ce qu'il peut y avoir dans l'expansion slot, mais juste le fait de dire, ok, à partir de maintenant, les cartes légendaires et les call foil ne font plus partie du set. Alors c'est surtout pour les légendaires, plus que pour les call foil, mais du coup, ça a vraiment impacté le limité, et du coup, ça leur permet aussi de designer potentiellement des légendaires qui sont qui seraient game breaking en limité, si elles étaient dispo, si quelqu'un en ouvrait une dans son scellé, gagnait forcément le tournoi. Et là, ça leur permet de faire un peu ce qu'ils veulent avec, parce que du coup, bah, ils sont en mode de toute façon, en fait, elle n'existera pas dans le set. Elle ne sera pas jouable pour du limité, donc ils ont un peu plus de marge. C'est ça, exactement. Mais du coup, dans l'épisode d'aujourd'hui, ce qu'on va surtout essayer de voir, c'est l'expansion slot. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas forcément beaucoup parlé sur la chaîne, mais il y a eu beaucoup d'expansion slots qui ont changé pas mal de choses dans les méta, ou en tout cas dans certains decks. Tom of Imperial Flame. Tom of Imperial Flame par exemple. Et il y en a d'autres par contre qui n'ont absolument rien changé. Slay. Voilà, Slay, qui pour le coup. Alors Slay, Slay, on pourrait en parler. Parce qu'en vrai, c'est une carte flavor. Oui. Donc c'est un style Oui, oui. d'expansion slot qui se laisse justement la liberté de mettre. C'est vrai que quand vous jouez donc Slay, qui est une carte Shadow, il me semble, et ben quand vous êtes C'est un un joueur instant de Shadow, shadow. ouais, vas-y. C'est un instant de shadow qui Ok. dit détruit un ange ciblé. Et il n'y a qu'un Voilà. seul héros qui joue des anges. Et à l'époque où la carte est sortie, il y avait que 2 héros Shadow, c'est toujours le cas, et les héros Shadow avaient pas particulièrement besoin de mettre un slot de side pour Prism qui était pas forcément très représenté. Mm. Enfin, On va dire que c'était un la peu. carte était stylée parce que elle était flavor et parce que l'illustration est très belle. C'est une très belle illustration. Et Ouais, c'était c'est vraiment vraiment en une carte de mode. l'or. Ouais, c'est vraiment une carte de lore de voilà, donc les shadows tuent les anges et basta. Ça, c'est un premier type d'expansion slot. C'est pas le moins intéressant, mais c'est, on va dire, compétitivement, on s'en fout parce que c'est des cartes absolument Mm. inutiles. Par contre, on peut commencer à parler des expansion slots qui ont un peu changé certains styles de jeu. Et tu l'as cité juste avant, par exemple, El Famoso Tom of Imperial Flame. Ouais, alors. Enfin, je sais pas si tu veux la lire, vas-y. Non, Sinon, je je l'ai l'ai sous pas en les face yeux. de moi. Si tu l'as sous les yeux, je te laisse lire les cartes. Alors, Tom of Imperial Flame, c'est une carte qui est sortie dans Bright Lights. Alors, juste avant que je la lise, pardon, je fais une coupure qui est pas très fluide, mais. euh, du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'ils sortent des sets, LSS a plus d'avance que juste le set qui sort. C'est-à-dire que là, Rosetta est sorti, ils avaient probablement en tête leur calendrier pour les 2, voire 3, voire 4 prochains sets, en sachant également que tel ou tel expansion slot serait amené à arriver et telle chose. Donc, ils peuvent pas toujours prévoir la méta qu'il y aura lorsqu'un set sort. Typiquement, et on l'a vu avec les bans de Contour Blessing bleu après les Worlds, Contour Blessing est une carte qui a été designée et qui était appréciable dans un contexte où des cartes comme Art of War étaient encore légales. Et du coup, la carte est sortie dans une méta qui était très différente de ce qu'ils avaient anticipé au moment de la designer, puisque Art of War n'était plus légal.
Et donc, ça change beaucoup de dynamique. Et donc, ça fait qu'il y a des cartes. Alors, Contour Blessing, c'est pas un expansion slot, hein, mais ça fait qu'il y a des cartes qui sont prévues à un moment donné où elles sont pertinentes et arrivent dans un moment où elles le sont plus vraiment. Et du coup, c'est un peu. Voilà. Donc, faut garder ça en tête par rapport au calendrier et aux expansion slots qu'on peut voir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, si les cartes sont pas des cartes de lore et de flavor, c'est que c'est probablement des cartes qui, dans leur tête, sont là parce que un ou plusieurs héros ont besoin de support et sont pas forcément là où ils voudraient être dans la méta. Mm. Ayant dit ça, Tom of Imperial Flame, El qui est famoso. probablement une des cartes d'expansion slot les plus iconiques de ce point de vue-là, parce que c'est une carte du coup qui est draconique, mais qui a été jouée pour l'instant exclusivement dans Dromai. Enfin, pardon, dans l'Empereur en Blitz aussi, mais sinon exclusivement dans Dromai, en construit. Qui sera peut-être rejoué avec l'arrivée de nouveaux héros draconiques dans The Undead, mais pour l'instant, voilà. La carte dit, pour 0, c'est une rouge, c'est une action draconique qui ne bloque pas, heureusement. Elle dit, piochez une carte. Si vous êtes royal, à la place, vous piochez 2 cartes. Vous pouvez pitcher 2 cartes rouges. Si vous ne le faites pas, vous bannissez votre main. Et ça va go again. Si vous pitchez, vous gagnez des ressources de cette manière. Ce qu'il faut comprendre, on va pas rentrer dans les détails des lists, des pourquoi, du comment et tout de l'époque, parce qu'il y a déjà plein de contenus qui ont été faits sur la question à différentes époques, notamment quand un joueur français a gagné un Pro Tour. Mm. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette carte a permis à Dromai de jouer une version beaucoup plus agressive, beaucoup plus proche de ce qu'on appelle du Redline, C'est ça. tout en ayant la capacité de jouer des dragons plus pertinents que ce qu'ils auraient pu faire avant, et d'avoir une génération de haches bien meilleure. Parce que du coup, en fait, la force de Tom of Imperial Flame, si vous êtes royal évidemment, c'est de dire je suis une bleue qui donne go again à tous mes dragons sur mon board, qui me génère 2 haches qui sont très importantes et très dures à générer dans une liste qui est beaucoup plus agressive parce que ça pitch beaucoup moins souvent, et que je peux jouer / pitcher de l'arsenal. C'est ça. Pour les joueurs qui n'auraient pas connu Dromai, c'était une illusionniste draconique qui se basait, enfin pour qui c'était très très important de pitcher des cartes rouges. Ça lui permettait de générer des petites haches, des petites cendres, qu'ensuite elle transformait en dragon. Exactement. Et un peu sur le même principe que typiquement les Kodashi, en fait, pour que les dragons aient go again, il fallait pitcher, il fallait avoir des cartes. Il fallait jouer une rouge. Il fallait jouer une rouge. Donc en fait, c'est un peu le. Voilà, Katsu, et du il coup, faut pitcher une bleue. Dromai, il faut jouer une rouge. Et du coup, en fait, enfin, la carte a vraiment eu un impact assez énorme sur le deck building de Dromai et sur ce que le deck avait le droit ou pas le droit de faire. Ça a beaucoup changé de choses pour ces match-ups et ça a propulsé un deck qui était déjà bon mais qui avait besoin de target un peu des méta à un deck qui était juste très fort, voire un des meilleurs à ce moment-là dans le jeu. Et du coup, ça, c'est l'exemple d'une carte d'expansion slot qui a été extrêmement impactante dès sa sortie et qui est venue vraiment faire ce que LSS attendait probablement de la carte, c'est-à-dire propulser un deck en tier 1. Est-ce que le deck en avait besoin ou pas? Est-ce que la carte était trop push ou pas? C'est un débat qui est un peu différent. Mais du coup, ça montre l'impact que peut avoir un expansion slot et la capacité que LSS a à dire bah on print une carte parce qu'il y a un héros qui en a besoin, et du coup ce héros il va devenir méta parce qu'on lui print une bonne carte. C'est ça. Et moi en tant que joueur, je trouve que c'est une très bonne chose. Alors évidemment, il faut faire attention à est-ce qu'on n'imprime pas une carte qui est trop push et qu'on va devoir ban plus tard, ou qui va nous faire ban d'autres cartes pour le deck pour laquelle on l'a imprimé, etc. Mais dans l'absolu, je trouve que c'est une très bonne chose parce que, comme on a dit tout à l'heure, ça permet de ne pas devoir attendre 1 an pour avoir du soutien pour notre héros. Ça, c'est quand même cool. Parce que maintenant, quand tu es joueur, même si tu ne joues qu'une classe, à chaque extension qui sort, même si c'est pas une extension qui a ta classe dedans, tu fais quand même attention aux expansion slots, et entre les génériques et un potentiel expansion slot pour ta classe, t'as quand même des trucs à regarder et à tester et à venir ajouter à ton deck pour l'améliorer ou pour le changer un peu.
Et d'un point de vue purement compétitif, et du coup par rapport à une analyse de méta et à un impact sur la méta de ces expansion slots, moi je trouve aussi que c'est bien Mm. parce que, alors, enfin, c'est bien jusqu'à une certaine limite, on va dire. En gros, je trouve que en tant que joueur, c'est important qu'on ait du temps pour s'adapter à une méta. Dans le sens où, imaginons, il y a un top 8 qui sort avec 6 zen dedans à la sortie de Miss Veil. Plutôt que d'instantanément dire oh, il faut ban des cartes de zen parce que le deck est trop fort, c'est peut-être le cas par ailleurs, hein, indépendamment de la conclusion qu'on tire à la fin qui peut être la même. Sur le moment, je trouve ça plus intéressant de dire ok, zen est très fort, il est très fort pour telle et telle raison, comment on peut le target? Est-ce qu'on a des moyens d'attaquer le deck avec des cartes qui sont fortes contre Weakest Link par exemple, Command and Conquer, ce genre de choses? Est-ce qu'on a des decks qui sont forts contre Nu? Est-ce qu'on a des stratégies qui sont fortes contre la disruption, etc., etc. Et d'essayer de voir comment on peut, nous, en tant que joueurs, s'adapter à un deck surpuissant et surreprésenté et créer une méta qui répond à ce deck-là et qui vient le battre. Et si sur le gros tournoi d'après, bah en fait, des Zen, il n'y en a plus que 2 en top 8 et il y a 3 decks qui le contre et 3 autres decks, euh, bah est-ce que Zen est toujours problématique et est-ce qu'il faut toujours lui ban une carte? Peut-être que oui, peut-être que non. Et du coup, donc, moi je trouve que c'est bien d'avoir cette capacité en tant que joueur. Et je trouve que d'une certaine manière, les expansion slots aident à ça. Dans le sens où c'est dur de trouver des solutions à un deck top méta si les options que tu pourrais avoir qui sont théoriquement bonnes contre lui sont juste des options qui sont factuellement plus faibles. Je m'explique. Imaginons que Nu n'avait pas eu autant d'armes dans Part the Mistveil, par exemple, qu'elle n'avait pas eu autant de bonnes cartes, et qu'une partie de ces cartes, comme Just Tonic par exemple, ou comme Bones of Agony, était sortie en expansion slot juste après, donc dans Mm. Rosetta. Bah, la réalité, en fait, c'est que au moment de Part the Mistveil, on aurait pu se dire, Nu, ça a l'air d'être plutôt un bon deck contre Zen, parce que la stratégie est plutôt bonne. Sauf que le power level du deck aurait été bien moins haut, et du coup, ça n'aurait pas forcément suffi à battre Zen juste parce que ton match-up est positif dans comment tu vas aborder la game par rapport à lui, mais ton deck aurait été trop faible pour battre le power level de Zen. Mm. Et du coup, un expansion slot dans ce cas-là permet aussi de rectifier ça et du coup de donner aux joueurs l'option d'explorer Nu comme counter à Zen pour s'adapter à la méta, parce que tu as maintenant un deck qui a assez de power level et de force dans son kit pour rivaliser avec le top tier. C'est ça. Et du coup, de ce point de vue-là, je trouve ça assez intéressant comme concept. Même si du coup, c'est aussi un petit peu une façon pour LSS de forcer des fois des decks à devenir méta, quelque part. Parce que on va revenir sur d'autres cartes d'expansion slot, mais quand tu compares Tom of Imperial Flame et ce que ça permet de faire pour Dromai à Slay, comme on a dit, ou à je sais pas, Contest the Mineshield qui est sorti dans la même extension pour les Wizards, c'est assez clair que tu as des cartes qui sont faites pour briller directement et pour faire briller leur deck Mm. directement, et d'autres où tu te dis plus, peut-être qu'un jour ça fait quelque chose, C'est ça. mais on ne sait pas encore. Et du coup, c'est assez particulier de ce point de vue-là, parce que c'est quand même LSS qui pousse un peu certaines directions plus que d'autres, mais après, c'est aux joueurs quand même de les trouver et de les appliquer. Et ça, je trouve ça très intéressant et très sain, globalement, pour un écosystème compétitif, parce que ça permet de réagir peut-être un petit peu plus vite, surtout s'ils ont bien anticipé la méta, à des choses, plutôt que de devoir faire des bans tout le temps dès qu'un truc est un peu trop fort. Mm. Ouais, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Perso, avec tout ce que tu as dit, pour moi, le système d'expansion slot est vraiment très intelligent. Parce que, encore une fois, alors moi, de ce que j'ai entendu, les ratios, ce serait que LSS a 1 an d'avance sur les sets, Mm. apparemment. C'est-à-dire que là, par exemple, Rosetta qui est sorti, ça faisait déjà 1 an qu'il était designé. Donc oui, en effet, ils n'ont pas le temps, ils peuvent pas prévoir les méta, c'est normal. Pour une Mm. raison très simple, c'est que eux, ils ont leur équipe de playtesting. Ça, c'est pour toutes les personnes qui se demandent pourquoi certaines cartes sont plus équilibrées que d'autres et pourquoi il y a des problèmes de game design malheureusement dans tous les jeux. Même si pour le coup, Flesh and Blood, ils s'en sortent vraiment très très bien. C'est juste parce que, imaginons qu'ils ont une équipe de playtest de 40 personnes qui vont faire X games.
Et ben, imaginez que quand l'édition sort, là, on parle de Mm. millions de personnes qui vont faire Alors, XXXXX game. millions, peut-être Non, pas, mais tu vois, mais oui, voilà, oui, de oui, beaucoup, bien sûr. beaucoup, beaucoup plus de monde qui, du coup, vont potentiellement trouver des combos, des decks, des listes assez différentes d'eux. Et du coup, bah, ils vont être en Mm. mode ah, voilà, Flesh and Blood n'est pas un TCG qui se joue en ligne. On ne peut pas changer une carte en claquant des doigts et en disant ça y est, la carte n'existe plus. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ce système d'expansion slot Mais pour justement chercher des équilibrages, je trouve ça mm, vraiment, vraiment hyper intéressant. bah, surtout que, pour en avoir discuté avec des gens, il me semble, de ce que j'avais entendu et de ce qu'on m'avait dit, que c'est plus facile d'ajouter un peu en dernière minute un Mm, expansion slot, parce qu'en général, tu envoies à l'impression et tu dois fixer ton set. Je crois que c'est 3 ou 4 mois avant sa sortie, quelque chose comme ça, peut-être. Un truc comme ça. Peut-être un petit peu moins. Et en fait, si à ce moment-là, tu dois redesigner l'intégralité d'un perso, enlever toutes les cartes d'un tel truc et tout, c'est beaucoup plus de taf que juste dire oh bah, dans tes planches, sur une planche sur 25, tu ajoutes telle carte. c'est ça. Et ça, c'est probablement beaucoup plus simple à faire. Et du coup, ça leur permet probablement aussi d'être un peu plus réactif, même s'il faut quand même avoir quelques mois d'avance, mais Non, mais, ou de retard, du coup. non, Mais mais du coup, tu vois, encore plus simple pour le de coup. quand même Mm. un peu plus réagir à ce qui se passe. Pour le coup, encore plus simple, je pense que c'est juste qu'il y a certaines planches qui sont incomplètes au premier envoi. Et en fait, c'est juste qu'il la complète à la fin en envoyant les fichiers définitifs. Ouais, c'est possible. Je Et sais pas on n'est pas dans comment. l'impression, mais moi, ça Ouais, je m'étonnerait sais pas pas que comment ça ce soit fonctionne. quelque chose comme ça. C'est-à-dire que, en fait, ça m'étonnerait pas que, en fait, juste l'édition soit complète, qu'il y ait toutes les cartes de l'édition. Par contre, on sait qu'il y a certaines planches qui peuvent être réservées à expansion slot, légendaire, etc. Et sur ces planches-là, bah, ils vont juste laisser des emplacements incomplets qui peuvent être rajoutés après. Je sais pas si quelqu'un Ouais, travaille là-dedans et peut nous répondre en ouais. commentaire. Moi, je suis chaud. En vrai, ça Il prend. m'intéresse. Ça m'intéresse Mais vraiment. ouais, je sais pas à quel point, tu vois, ils ont des Mm, changements possibles jusqu'à la dernière minute. Mais en tout cas, je pense enfin, mm, il y a des possibilités à trouver effectivement de ce point de c'est vue-là. ça. Et donc, c'est assez. Enfin, je trouve ça personnellement assez intéressant. Mm. Euh, Je peux donner et un autre donc, exemple si tu veux je aussi. pense que voilà. Ouais. Quand tu as parlé justement de parfois, là tu as parlé de ça pour Contest de Minefield, où bah, on Mm. voit une carte d'expansion slot et on est en mode mais à quoi sert cette carte? Genre pourquoi elle est là, tu vois? Et ben on a eu un peu la même chose sur, bah, je crois que c'était Rosetta? C'était Et c'est non, sur Rosetta. Rosetta la nouvelle Ghost Wave de Katsu? Ou c'était encore avant? C'est Rosetta, c'est Rosetta. C'est Rosetta? Voilà, bah typiquement sur Rosetta, ils ont sorti une Ghost Wave. Voilà, une nouvelle, donc 4 pour 0, qui a Go Again si l'attaque d'avant était un Surging. Je crois que c'est ça. Oui, c'est Ouais. ça, normalement. Ouais. Et tout le monde était en mode, bah, c'est cool, mais Katsu, en fait, n'existe pas. Et donc, la carte sert un peu à rien. J'ai eu l'occasion de la tester, je l'ai joué un peu. Et c'est vrai que même si Katsu n'existait pas, j'avais réussi un peu à la faire fonctionner dans Zen. Parce que, Mm. en fait, le truc, c'est que dans Ninja, on joue Fluster Fist. Et en fait, c'est juste un Fluster Fist en mieux. Donc, je me suis dit, ben, on va tester, hein. C'est pourquoi pas. Et c'était un expansion slot, tout le monde comprenait pas pourquoi. Et ben là, typiquement, avec The Undead et l'expansion slot qu'ils ont mis pour Katsu, et ben c'est un expansion slot qui combotte avec une carte qui s'appelle Ghost Wave, ce qui fait Mm. que, grâce à cette expansion slot sortie dans Rosetta, ça nous fait 3 Ghost Wave en plus dans le deck pour pouvoir comboter avec la carte qui est, moi, je trouve exceptionnelle. Mm. Et donc, typiquement, peut-être qu'au niveau de la logique, ils se sont dit, ok, Katsu, il a pris le ban des bonds. Le deck est quand même très en dessous. On va essayer de designer une carte pour lui améliorer un peu des match-ups. Ils la sortent dans Mm. Rosetta. Ils se rendent compte que ça suffit pas forcément. Du coup, ils se disent bon, allez, du coup, hop, on va lui en mettre un autre pour remonter le niveau du deck. Et Ouais, c'est clair. je pourrais vraiment parier que cette carte, pour le coup, va changer beaucoup de choses au Katsu actuel. Ça va vraiment lui redonner du poil de la bête. Et je pense qu'on n'est pas prêt de revoir des expansion slots Katsu, pour l'instant en tout cas, parce que le deck me paraît vraiment très 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 ok. Il a repris un peu de sa superbe. Alors je dis pas qu'il est tier Mm. S, clairement pas, mais en tout cas il redevient très jouable, même compétitivement je pense. Mm. Donc, et c'est Pour ça la qui est carte, intéressant avec les expansions. pour que les gens sachent, la carte dont on parle qui va peut-être le remettre au goût du jour, c'est Retrace the Past, qui est Mm. une carte qui va sortir dans The Undead, qui est une bleue bloc 3 pour 0 de coup, qui attaque à 2, qui est une spécialisation de Katsu et qui combo si la dernière attaque de cette combat chain
était une carte avec Gus Wave dans son nom. Vous pouvez nommer une carte et Retrace the Past devient ce nom-là, donc enable des combos Ender plus C'est ça. facilement, et gagne +2 et go again. C'est une très bonne carte qui vient très bien dans le plan de jeu de Katsu, qui a un très bon raid puisque c'est une bleue qui bloque 3, qui active les Kodashi et qui, quand elle attaque, si elle est active, attaque à 4 go again. Donc c'est vraiment un raid solide. Ah, c'est très solide. Je pense pas que la carte soit cassée, mais la carte est bonne. Hmm, Évidemment, quand on regarde des cartes de Katsu, on va comparer ça à Bonds et on va dire c'est nul parce que Bonds existe, mais Bonds n'existe plus et c'est très bien. Mm. Et du coup, la carte est assez solide. Et Alors, voilà, si tu veux, on peut je parler voulais 2 juste minutes la de la lire pour carte. que les gens sachent. Mais... Parce que ça, pour moi, typiquement, là, on peut passer enfin très très vite fait sur un truc des expansion slots. Parfois, j'ai peut-être un peu peur parfois que certains expansion slots manquent de testing. Parce que typiquement, j'aurais trouvé la carte plus intéressante d'un point de vue équilibrage si ça avait été une rouge qui tape à 4 pour 0 et qui ne gagne pas les +2 si elle combotte. Parce que, en fait, pourquoi Katsu a déjà d'excellentes bleues, donc des 0, bloc 3, qui permettent de Ouais. enable les Kodashi. Par contre, il y a une chose très importante, c'est la polyvalence de la carte. C'est-à-dire que là, on a une carte d'expansion slot, je ne connais pas comment ils l'ont testé, mais en gros, c'est une carte qui, si vous l'avez dans la main, vous permet littéralement de la cycler avec vos Kodashi, de la discard pour aller chercher une combo, de enable des tours de fou furieux, ça permet de bloquer 3, et dans le sens enable des tours de fou furieux, c'est en gros, Katsu a toujours eu le souci de devoir mettre dans son deck des cartes combo qui ne pouvaient pas combo. L'exemple que je vais donner par exemple, c'est une carte qui s'appelle Find the Center. C'est une carte que je trouve magnifique. C'est une carte qui est sur le papier très forte, mais en fait sa ligne de combo est tellement mauvaise qu'en fait la ligne n'a jamais été jouée dans le jeu. Sauf que là du coup, on a une carte, pour rappel chez les ninjas, qui s'appelle Ancestral Harmony. Et du coup, on va pouvoir jouer justement ces bleus-là qui ont pas forcément, dont on ne joue pas les lignes de combo, pour la simple et bonne raison que parce qu'elles sont enable par qu'elles sont Retrace the Past. enable par Retrace the Pass. Et l'exemple que je voulais donner, c'est vous affrontez un Viscerai. Et ben contre Viscerai, Katsu n'avait pas forcément de méthode vraiment puissante anti-run-shunt comme la Zen avec son torse. Et ben là, Find the Center, c'est une carte qui dit combo. Si la carte qui a été jouée avant, je sais que c'est la ligne de combo Crane Dance, mais je sais plus exactement c'est quelle carte. Si cette carte est combo, cette attaque devient imbloquable par les attaques qui ont une force inférieure, qui ont une attaque par les cartes qui ont un coût inférieur à votre nombre de chainlink. C'est quelque chose comme ça, hein, je sais plus exactement, mais en tout cas la carte devient très facilement imbloquable. Et Find the Center on it, vous créez un Zen State. Ça, contre Viscerai... Après, contre Viscerai, tu peux juste faire mieux et dire tu fais Dishonor, mais... alors, tu peux faire... Oui, mais alors, c'est ça le truc. C'est que Dishonor, ça, c'est un changement de règle qui a été précisé, qui arrive avec The Undead, parce que je ne savais même pas qu'on pouvait pas. Mais à partir de The Undead, pour Retrace the Past, ça sera dans les release notes, mais ça a été confirmé apparemment sur Twitter, nous allons pouvoir nommer des cartes bannies. Donc ça veut dire qu'on va même pouvoir avoir un petit jeu psychologique. Par exemple, on affronte un Boltin et on fait Retrace the Past, je nomme Bones of Ancestry. Et là, l'adversaire, il est en mode merde, est-ce qu'il a vraiment le Dishonor en main pour finir la combo comment ça va passer? Et en fait, le fait que cette carte puisse enable toutes les lignes de combo du jeu, je trouve ça vraiment vraiment fort. Par contre, le fait qu'elle soit bleue et qu'elle tape à 2, ça veut dire qu'elle est tuto, on peut la tuto sur Katsu, mais on peut la tuto sur le masque. Le masque, il est banni, on s'en fout. En CC? Il est banni en CC, non? Ah bon, il est banni en CC? Turbo banni en CC, non? Je suis plus sûr, tu me mets le doute. Bon, je suis sûr qu'il est banni en CC. Il est banni en CC, le masque. Non, je sais pas, peut-être pas. Peut-être que juste on l'a pas vu parce que Zen joue que Traverse, parce que c'est strictement meilleur. Je pense qu'il n'est pas banni en CC, mais...
Je pense qu'il est banni en glitch Ouais, par mais on contre. va jouer. Oui, ça c'est sûr. Mais Voilà, bah, on va jouer parce que voilà. j'avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas vu la carte, mais effectivement, elle est peut-être pas bonne. Et du Mais coup, eh bref. ben, en fait, ça permet de faire ce double tuto. Et en fait, quand je l'ai testé, et ben en fait, j'ai eu un peu la même sensation du Bonds. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une carte qui permet de faire euh, la Gust Wave, donc Descendant Gust Wave, Retrace, j'annonce Surging Strike, puis Whelming Gust Wave, puis ensuite, je vais tuto un deuxième Retrace. Sur le deuxième Retrace, je dis un truc de combo, je dis un nom qui me permet de continuer la ligne, touk 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 touk. Et en fait, la carte coche toutes les cases de c'est une bonne carte, c'est une carte très forte, c'est une auto-include dans tous les decks Katsu. Et à voir. À voir comment ils l'ont designé et à voir combien de temps ils ont mis pour la tester. Mais ça, typiquement, pour moi, on est dans du très 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 gros power level. Et encore une fois, Katsu en avait besoin, parce que là, Katsu, il est un peu en train de pleurer au fond du trou. Donc c'est Ouais, ça aussi qui est intéressant avec je sais les pas. expansion slots. Moi, je suis pas inquiet de leur playtesting quand je vois la carte. Enfin, genre, c'est pas cette carte. Il y a eu des moments où j'étais inquiet dans leur playtesting, tu vois, mais cette carte-là me fait pas dire, oh, ils l'ont pas assez playtest, ils ont complètement raté des trucs. Avec quel expansion Genre, slot t'aurais été un peu inquiet? est-ce qu'il y a un expression slot qui m'a rendu inquiet? Attends, je regarde un petit peu. Est-ce que le tome t'avait rendu inquiet, vu que t'en as parlé tout à Euh, l'heure? Bah, le tome, je jouais pas assez. Honnêtement, je jouais pas assez à l'époque. Euh, Puis il y a des trucs, c'est très dur de les évaluer, mais je pense que tu vois, Ancestral Harmony et Kindle par exemple, c'est des cartes qui, genre, C'est vrai que Ancestral Harmony était aussi un expansion slot. tu vois. Ouais. Honnêtement, alors bon, depuis il y a eu le Bandai Octane et le héros a pas fait grand chose parce qu'il a d'autres problèmes, mais honnêtement, sur juste la value de la carte, Supercell, Ouais. c'est une carte qui me fait. Enfin, Mm. la carte, elle a vraiment du texte, quoi, tu vois. Je sais pas. Je trouve pas que. Enfin, ouais, je trouve que Retrace the Past, c'est une carte qui est très forte pour un héros qui a besoin d'une carte très forte, mais Mais je pense qui est pas elle est juste cassée, en fait. un peu too much, tu vois. Mais je pense Tu vois. vraiment pas. Je pense qu'elle Parce qu'en aurait fait, été ok, vraiment elle genre enable rouge. des combos. Non, mais ok, elle enable des combos et elle est flexible. Mais heureusement, c'est une power card. Et en fait, à côté de ça, genre, elle ne te fait pas de plus, en fait. Enfin, Bonds, il Euh, ajoutait un chain link. Bah, Retrace, Non, c'est le Retrace, tu meilleur n'ajoutes pas de extender. chain link. Bah, si, elle Tu joues enable une toutes les carte. combos du jeu. Et je m'en fous d'enable les combos. Tu joues une carte, tu as une carte sur ta chain link. Bonds, tu jouais une carte, t'avais deux cartes sur ta chain link. Oui, mais t'es Euh... pas trop un joueur ninja. Mais en fait, en gros, je suis d'accord avec le fait que Bond rajoutait une chain link. Par contre, là, dis-toi bien que Retrace, ok, elle existe qu'en bleu, et heureusement, elle existe qu'en bleu. Ça, au moins, c'est pas la même erreur qu'avec Bond. Mais en fait, elle fait de l'auto-value sur toutes les cartes du deck. Retrace the Past. Oui, non mais d'accord, non mais d'accord, Et sa ça, value est très haute. c'est. Non mais ok, sa value est très haute. Mais genre, en fait le truc c'est que tes bleus que tu jouais parce que c'était bleu 0 cost bloc 3, maintenant, sur genre 2 tours dans la partie, elles vont peut-être avoir un combo, mais sur une carte qui est undervalue de base parce qu'elle est bleue. Et tout le reste du temps, ça va rien changer parce que tu vas juste, genre, enfin, à moins que tu commences à mettre des cartes rouges en finisher dans ton deck pour pouvoir les jouer avec Retrace. Et c'est possible, Katsu l'a déjà fait sur des lignes un peu Alors, particulières. pour le coup, Mais dans oui. ce cas-là, tu vas brick potentiellement des mains de ton deck pour avoir des power turns plus gros. Sauf que tu n'auras jamais la même qualité de power turn, même avec ces turn ender de combo, que tu aurais eu avec Bonds et Art of War. Donc en fait, Alors, j'ai pas parlé d'Art comme je of War. disais, la carte. Non mais attends, comme je disais, la carte elle souffre un peu de la comparaison avec Bonds. Mais la réalité, c'est que dans le contexte où Katsu n'était pas le meilleur deck, c'était un deck très explosif avec beaucoup de high roll, mais c'était pas le meilleur deck dans la période Bonds Art of War, je ne vois pas comment cette carte est problématique. Elle va peut-être Euh, permettre à Katsu de redevenir tiers 1.5, voire tiers 1. Elle va peut-être rendre Katsu très bon, mais elle ne peut pas remettre Katsu à un niveau supérieur que ce qu'il avait avec Bonds et Ah Art of oui, non War. mais ça, évidemment. Et comme à ce niveau-là, le deck n'était pas problématique fondamentalement, il était très fort et avait une grosse capacité de high roll. Donc ça, c'était potentiellement un problème au niveau du high roll. Mais euh, le deck n'était pas fondamentalement problématique de mon point de vue. Cette carte-là ne l'amènera pas à un niveau au-dessus.
C'est pour ça que j'ai dit que Donc c'est pas une. le deck ne deviendra pas de tier S. Par contre, et ça c'est Donc, un autre truc que je voulais rajouter, c'est, vu qu'on parle des expansion slots, c'est Retrace the Pass est une excellente carte anti-fatigue, par exemple. Puisqu'en fait, contre des match-up fatigue, on peut très bien du coup jouer les Lord of Wind mhm. sans jouer Mugenshi Release. Ce Mugenshi Ouais, Release qui est est pas une une bonne carte carte. qui est pas très bonne, qui coûte 1, qui fait pas grand chose, qui a besoin de toucher en plus pour tuto les Mm. lords. Alors que là, on peut très bien faire un Descendant Ghost Wave, jouer Retrace the Pass, annoncer Mugenshi Release, et Mhm. ensuite jouer Lord of Wind, qui nous permet, donc la carte permet de remélanger des cartes du cimetière dans le deck, donc qui est une excellente arme anti-fatigue. Et ça, j'avoue que ça, c'est un truc que j'avais bien aimé. Et du coup, pour répondre à la question, oui, en fait, là, dans le truc que je suis en train de tester, typiquement, en fait, je ne joue plus Salle de Wound. Par contre, je joue 3 Fluster Fist. Parce que du coup, Retrace the Past permet de nommer Open the Center et transforme tous les Fluster Fist en Salle de Wound. C'est assez énervé. Oui, non mais d'accord, c'est fort, mais encore une fois, je pense pas que c'est. C'est pas Enfin, overbroken, mais c'est. En tout cas, genre, la carte est forte. La carte n'est pas. en fait, si Genre, on. contrairement à d'autres personnes, je suis d'accord pour dire que la carte n'est pas problématique. Ça, je suis complètement d'accord. Je dis juste que elle est peut-être un poil trop de ce que j'aurais vu. Après, moi, ça me va, hein. Moi, ils me sortent cette carte-là. Cette carte-là est très jouable, elle est très agréable à jouer. Elle va fluidifier le deck. Elle va potentiellement empêcher beaucoup de mains de briquer. Et ça, Katsu, les mains qui briquent, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que la carte est quand même très polyvalente. Donc, moi, je suis très très content de cette expansion slot, surtout quand on voit les expansions qu'il y a à côté. Ouais, non, mais en fait, genre, je sais pas. Enfin, je trouve que dire, oh, est-ce qu'ils ont bien testé la carte? Je suis pas sûr qu'ils aient assez testé en voyant cette carte. Moi, je suis juste pas d'accord parce que je pense elle est pas déséquilibrée. En fait, enfin, pour moi, Retrace the Past, c'est l'exemple même d'une carte qui fonctionne très bien pour son héros et qui est genre très forte dans le contexte de ce Mhm. héros et qui permet à ce héros de prendre un gros boost en power level. Et c'est très bien en fait, Mhm. mais. On verra de toute Mais façon. tu vois, Ça, c'est, on tu verra ce que demandais ça des devient. cartes, alors c'est pas des héros joués à l'heure actuelle parce qu'il leur manque d'autres choses ou que la Mhm. méta est vraiment pas propice pour eux. Mais quand tu lis Drinkem Under the Table, qui est une spécialisation de Betsy qui est sortie Ah oui. dans Rosetta, qui dit quand ça attaque, ça coûte 4, ça attaque à 8, ça bloque 3, c'est rouge. Quand ça attaque un héros, vous pouvez wager avec le héros que vous attaquez. Le winner du wager draw une carte et l'autre héros discard une carte. Mhm. Bah. Enfin, Là, c'est une carte qui, en termes de power level, est vraiment assez haute, tu oui, vois. ah ouais, elle est très très haute. Mais là, le problème, c'est pas la carte. Là, c'est le héros en fait. C'est juste que le héros Bien est pas sûr, très joué. Par contre, du coup, bien sûr. Mais Katsu est pas très joué en ce moment aussi, tu vois. Donc, par contre, ça rejoint le fait que est-ce typiquement, que Retray, ça va suffire? Je ne sais pas. cette carte-là, par exemple, si vous êtes un joueur de gardien ou quoi, et si de toute façon ça vous intéresse de prendre des Master Sets, cette carte-là, ça peut être très intéressante parce que là, elle doit vraiment coûter rien du tout, de la prendre maintenant en 3 fois, tant qu'elle vaut rien, parce que vous pouvez être Mm. sûr que le jour où Betsy devient un meilleur héros, la carte sera forcément jouée. La carte est vraiment vraiment bonne, c'est juste que Betsy n'a juste Ouais. pas assez d'armes actuellement pour se défendre, quoi. Mm. C'est clair. Mais donc c'est un peu difficile d'évaluer certaines cartes parce que il y a le contexte du héros et le contexte de la méta et le contexte aussi de la carte en elle-même. Et les expansion slots, il y a des cartes qui sont plus fortes que d'autres at face value, on va dire. Mm, Quand on les lit, il y a des cartes qui paraissent évidemment plus fortes. mm. Et en même temps, c'est compliqué aussi de savoir ce que ça va permettre au héros de faire en plus. Mm. Parce que bah, si le héros est nul, même une bonne carte peut ne pas suffire en fait. Bah, tu vois, Et regarde, je vais rebondir là-dessus sur ce que tu viens de dire, parce que tu parles de si le héros est nul. Et ben, un très bon exemple d'expansion slot aussi, parce qu'il me semble que c'est un expansion slot, normalement je me trompe pas, qui là fait potentiellement un peu parler de lui. C'est, je me souviens plus du nom complet, tu vas peut-être, si tu les as en face de toi, c'est Coercive, la spé arachnie, je crois. Coercive Tendency. Coercive Tendency, qui est une spé arachnie, qui elle, pour le coup, quand elle est sortie, les gens étaient en mode oh la carte est trop bien, machin, ça va remettre Arachnie au goût du jour. Au final, ça ne l'a pas fait parce que Arachnie n'est pas forcément un héros Et très trop joué faible. et trop faible. Par contre,
dans The Undead, il y a les Mm. nouveaux Arachni. Et vu que ce sont des Arachni, cette carte sera jouée. Alors, est-ce qu'ils ont sorti, en théorie, oui, cet expansion slot, en sachant que du coup, un nouvel Arachni était déjà en préparation? C'est possible. Et peut-être, ça aussi, c'est un truc que j'aime bien dans les expansion slots. Il y en a qui font un peu des chapeaux d'aluminium en disant: oh là là, regardez, il y a cet expansion slot qui est sorti. Du coup, potentiellement, va y avoir ça, Mm. il y avoir ça, va y avoir ça. Il y a même des gens qui disent, là, justement, avec The Hunted, c'est possible que pendant l'année, à un moment, on voit une Dromai V2 qui pop dans un deck Mm. d'Armory, un tournoi, ou d'ailleurs dans un expansion slot, parce que rien ne les empêche, en fait, de mettre un héros dans un expansion slot. Ouais. Genre, on a déjà vu, on a vu des cartes, on a vu des équipements. Rien n'empêche, Mm. tu vois, un peu en mode. Bon, ça me fait penser à Bravo Star of the Show, qui n'était pas en expansion slot, mais je sais qu'à Mm. l'époque, on avait Bravo, et puis à un moment, ils ont sorti Bravo Star of the Show, qui maintenant brille en LL. Après avoir passé 2 mois à être joué en CC pour passer Living Legends, le héros était pas du Mm. tout craqué, encore Bravo. Non, non, non. Mais du coup, tu vois, par exemple, Coercive, je trouve que c'est un bon exemple de carte qui dit aux joueurs Arachni: regardez, on pense quand même à vous, on vous sort une carte qui est quand même plutôt bien, parce que la carte est bonne, mais juste, ne vous inquiétez pas, ça va venir, on est en train de le design, et là, pour The Undead, ils vont sortir Mm. donc un ou plusieurs Arachni. Ça, j'avoue, moi, on en parlera peut-être dans un prochain épisode, mais moi, je suis pressé de voir ce qu'ils vont sortir pour Chaos, parce que je n'ai rien compris à leur Mais histoire de... personne n'a Il y a personne n'a rien 15 compris. héros là, il y a 15 Arachni. Tout ce que j'ai compris, Personne c'est que personne n'a rien tout compris. ce que j'ai compris, c'est que les images qu'ils ont montrées des Arachni là, et ben en fait, c'est les Arachni qui correspondent aux autres cartes assassins. Voilà, c'est tout ce que j'ai compris. Mais mais en tout cas, enfin, je pense que ça représente bien le fait qu'il y a des expansion slots qui sont faits pour briller un peu tout de suite. Mm. Il y a des expansion slots qui arrivent après la sortie d'un héros pour venir un peu le compléter. C'était le cas par exemple dans Part the Mistveil avec Visit the Goldman Estate et Visit the Golden Mm. Anvil qui étaient des spécialisations de Victor et Olympia. Euh, Puis juste après dans Rosetta du coup une spécialisation pour Betsy et on voit du coup qu'ils sortent des cartes pour les héros de Heavy Hitters. Euh, dans Heavy Hitters, il y avait un truc qui faisait écho à Bright Lights et il y en a eu plusieurs autres dans Miss Veil et dans Rosetta pour venir compléter des choses. Donc il y a tout un tas de... En fait, il y a tout un tas de cartes qui viennent, on dirait, pour diluer un peu le moment où les cartes sortent pour un héros, pour pas qu'il soit trop fort d'un coup et pour laisser un peu aux gens le temps de l'apprendre et de lui redonner une carte qui va s'inclure dans son deck par la suite. Mm. Un peu comme si on lui disait, bah regarde, maintenant tu as appris à jouer avec ton deck, on te donne le petit jouet en plus pour que tu puisses gérer tel match-up ou pour que tel match-up soit jouable. Je pense typiquement à Teklovoson où on disait bah, dès que tu dois jouer contre Kano, c'est mort. Ils lui ont donné tout un set de dévos qui sont plutôt bons avec marqué Arcane Barrière dessus. Mm. Est-ce que ça suffit à rendre le héros jouable? Pas forcément. Est-ce que ça suffit à le faire gagner contre Kano? Pas forcément. Mais au moins, les gens qui, dans Bright Light, se disaient oh, j'aime bien Teklovoson, j'ai envie de le jouer, mais c'est compliqué de me positionner parce qu'il y a tel match-up qui est injouable et du coup, j'ai pas envie d'arriver en tournoi et d'avoir un match-up où je dois concede et tout. Bah là, en fait, ils ont donné les cartes pour lui dire regarde, tu peux essayer. Mm. Ça veut pas dire que tu vas forcément réussir, mais on te donne de quoi essayer, de quoi tester. Parce qu'on ne voulait pas prendre des slots dans l'édition d'origine pour un truc aussi niche, mais du coup, on le fait en 2 temps et ça permet de pousser des stratégies ou de booster des choses ou des situations en plusieurs temps. Mm. Et, Je suis d'accord. et je pense que c'est assez intéressant dans l'ensemble de voir comment ils utilisent ces expansion slots. Alors évidemment, on ne peut pas parler de toutes les cartes en un épisode, hein, parce qu'il Il y y en a a beaucoup, 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 beaucoup. ouais. Il y Mais, a mais voilà, il y a une dizaine euh, d'expansion slots par extension, je crois. C'est quelque chose comme ça. ça dépend. Ça Je crois que dépend ça lequel. dépend. Genre on en a eu avec Euh, beaucoup d'équipements, d'autres où il n'y avait pas d'équipement. Ça dépend. C'est un peu comme ils le sentent. Donc on voit que c'est un peu fait justement. Je vais mm, utiliser le mot, mais un peu de façon artisanale. Et mhm. ça, c'est un truc qu'ils aiment bien en général chez LSS, voir un peu selon et naviguer Ouais, au gré des vagues. mais donc voilà. Donc, euh,
Donc c'est assez. Enfin, moi en tant que joueur, j'aime bien suivre ces expansion slots quand Mm. une édition sort parce que ça permet de faire des théories sur ce qui arrive après, de faire des théories sur ce qu'ils pensent en interne de la méta, de se dire oh, est-ce qu'il y aurait pas ça qui arrive bientôt? Tu vois, typiquement dans Brightlight, il y avait Phantom Tidemo qui valait rien Mm. et qui était une carte où on se disait mais en fait les deux illusionnistes qui existent ne peuvent pas la jouer, c'est nul et tout. Puis en fait 2 éditions plus tard il y a eu Part the Veil et tout le monde s'est dit waouh, la carte vaut 20 €, ça va être trop bien dans Enigma, et au final c'est pas forcément joué dans Enigma, ça l'a été un peu au début mais au final ça ne l'est plus. Peut-être que ça le redeviendra à jour, peut-être qu'en fait ça va être encore meilleur dans un autre illusionniste dans le futur, mais, mais quand Enigma est sorti, enfin a été révélé et tout ça avec son gameplay basé sur les Spectral Shield et les auras avec Ward et tout, en tant que joueur, on s'est dit ah mais du coup Phantom Tidemo c'est une carte qui fait sens. Mm. C'est pas forcément une carte qui va être auto-include et qu'on va jouer dans les versions finales du deck parce qu'elle a des upsides, des downsides, elle a des défauts et des qualités, mais on voit pourquoi elle a été imprimée et ce qu'ils avaient en tête. Et du coup, on va pouvoir la tester et explorer un petit peu avec, quitte à ce qu'au final, on la laisse un peu au placard. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant avec ces expansion slots, c'est de se dire, ok, la carte, au moment où elle sort, elle n'a pas forcément d'intérêt ou d'importance, mais il faut garder un œil dessus et il faut chercher le moment de déclic où, ah ok, en fait, c'est pour ça. Ah ok, c'est à ce moment-là et c'est ça qu'ils voulaient qu'on fasse avec. Mm. Et heureusement que toutes les cartes d'expansion slot sont pas 2 mois plus tard des cartes broken qui définissent un deck et qui sont complètement tier S dans la méta. Heureusement, parce que sinon la méta changerait beaucoup trop vite. Il y aurait des trucs qui seraient complètement injouables et d'autres qui seraient complètement fumés. Mais tu vois, je trouve ça intéressant que de temps en temps, ils t'impriment une power card pour un héros qui a pas eu de nouvelles cartes depuis 3 ou 4 sets. Oh, bah on t'imprime Shadowrin Moror. Mm. Bon, en vrai, Shadowrin Moror, le set d'avant, il y avait eu des cartes brutes, donc c'est pas. Ouais, mais au final, Donc, bah justement, ça, ouais, c'est un bon exemple mais, aussi parce que mais tu Levia vois, avait genre, pas ils sortent un forcément pris set un brut, giga boost. mais en fait, ils sortent un set brut. Levia récupère des cartes, ça la remet un peu au goût du jour, mais il n'y a pas de cartes spécifiquement pour elle. Mm. Il y a juste des bonnes cartes brutes. Et du coup, derrière, ils sortent Shadowrin Moror où ils te disent bah regarde, il y a eu un set brut juste avant, donc tu as peut-être eu des cartes pour Levia que tu as envie de tester et tout. Et là, on te donne une carte vraiment pour toi, qui est vraiment forte, parce que ton héros en a un peu besoin et a pas eu de support dédié depuis un moment. Teste avec. Et tu verras si c'est bien, tu verras si c'est pertinent, tu verras si ça fonctionne. Mais tu vois, teste avec parce que il y a peut-être quelque chose à faire avec la carte parce qu'elle a vraiment beaucoup de texte. Kindle, c'est un peu pareil. Mm. Et dans d'autres cas, des fois, c'est à l'inverse. C'est plutôt, ah ben, on te sort une carte, elle aura du sens dans 3 sets. Tu vois, typiquement Ancestral Harmony, où on était déjà à l'époque, ouah, c'est très fort avec Katsu. Puis après, ils ont sorti Zen dans Part the Misveil, l'édition d'après. Et tu vois, tu te dis, ah, mais ok, en fait, ça fait une carte en plus avec laquelle on peut jouer, ok, et tout. Et du coup, ça permet à la fois de prévoir des héros et d'anticiper Mm. des sorties et de compléter des sorties par la suite. Et du coup, c'est vraiment un C'est ça, système que moi je trouve assez intelligent pareil. et qui est vraiment pertinent Mm. et, J'aime bien et que cette idée j'apprécie beaucoup. de. J'aime beaucoup cette idée, tu sais, genre, c'est comme tu construis un mur et en fait, les expansion shots, c'est un peu, tu sais, les retouches entre les briques en mode ah, attends, là, il manquerait peut-être un petit truc, là, il remonterait peut-être un petit truc, là, il faudrait un peu égaliser ça, égaliser ça. Et j'aime beaucoup cette idée qu'ils ont justement d'équilibre entre les différents sets et que cette liaison se fasse avec les expansion slots. Et surtout qu'en plus, maintenant, il y a les expansion slots et en plus, ils décident de sortir les Mastery Pack. Là, typiquement pour Gardien. Et Ouais, honnêtement, moi, ma vision des choses, c'est les Mastery Pack, c'est des displays d'expansion slot, hein. En gros, c'est un peu l'idée de bon, là, Gardien, il a ouais. vraiment besoin d'un truc, boum, gros set avec que des gardiens. Mm, Donc, je trouve ça sympa. Surtout, en plus, ils ont annoncé que ce serait en crack and play. mm. Et j'ai trouvé ça Mais bon. assez rigolo. Mais Voilà. donc, en tout cas, je trouve ça vraiment cool. Euh, alors, ça fait un moment déjà, puisque ça fait depuis Bright Lights, mais ça a vraiment été un tournant dans les displays, et dans l'écosystème du jeu, parce que je trouve que ça devient beaucoup plus facile de ne jouer qu'une classe et de pas attendre 10 ans pour avoir du support. Ça devient plus simple de tomber amoureux d'un perso et de se dire, bah, s'il est pas très bon, il va avoir une bonne carte, il va avoir une spé, il va avoir un truc, il va avoir son heure. Tu vois, typiquement, les joueurs d'Arachni, Mm. Coercive Tendency, comme tu disais,
Ça n'a pas suffi à rendre le héros méta parce que le héros part de très loin. Mais je sais que les gens qui aimaient Arachni et qui le jouaient, même s'ils perdaient des games parce que le héros était vraiment en dessous en power level, ils ont reçu la carte en mode merci LSS, la carte est incroyable, la carte fait tout ce qu'on veut pour le deck, ça fait des dingueries, c'est trop fort et tout. Et leur héros est toujours pas méta, mais ils ont plus de games qu'ils peuvent gagner parce que le power level de leur deck a quand même augmenté un petit peu et ça n'a pas résolu tous les problèmes évidemment, mais ça permet quand même plus facilement de se maintenir sur un deck que si la carte n'avait jamais existé et que le seul support que tu aurais eu pour Arachni, ça aurait été 3 sets après quand ils auraient ressorti un set avec un assassin et qu'en fait il fallait juste jouer cet assassin là parce que il avait un meilleur pool de cartes et qu'il était juste meilleur. Et du coup, il y a ce côté un peu où tu peux, grâce à cette expansion de slot, plus facilement te dire je m'attache à un perso ou à une classe et en fait je vais pas être délaissé. Tu vois, genre le jeu va pas me délaisser pendant un an avant qu'il y ait à nouveau un set entier pour ma classe et qu'à ce moment-là, bah, en fait, les héros qui sont dans le set vont avoir juste plus de support parce que, en fait, maintenant dans les sets, tu vois, et moi je le vois avec Kano par exemple, parce qu'on a eu un set Wizard juste avant avec Rosetta. Et en fait, dans Rosetta, il y a des très bonnes cartes Wizard, mais la réalité, c'est que les très bonnes cartes Wizard, c'est soit des cartes qui changent vraiment pas grand-chose pour Kano, soit c'est des cartes qui sont plus utiles dans Verdance ou dans Ocilio et que ces héros-là, qui sont les héros du set, utilisent mieux que Kano. Et c'est logique en fait. Donc Kano a récupéré des cartes avec Rosetta, bien sûr, tu vois, il y a eu des améliorations, des cartes qui viennent quand même améliorer le deck et tout ça, notamment une fable qu'il n'aurait pas fallu imprimer, mais il y a pas mal de communes et de rares qui sont assez cool, qui viennent compléter le deck et tout ça et l'améliorer. Mais la réalité, c'est que les très bonnes cartes du set ont été designées pour les héros du set, majoritairement. Et du coup, en fait, le prochain support que Kano devrait avoir, c'est probablement dans un expansion slot, où la carte, elle pourrait être designée plus pour lui, parce qu'elle ne sera pas designée dans un set Wizard, avec des héros Wizard dans le set qui doivent pouvoir utiliser la carte. Et du coup, tu es beaucoup plus libre de faire un truc qui correspond à ton héros. Et enfin, ça permet à la fois d'avoir du support plus souvent et plus spécifique, et en même temps d'avoir des sets draftables tout le temps avec des classes où tu t'en fiches un peu d'avoir une bonne alternance de classes parce qu'en fait, les classes et les héros qui en ont besoin, ils vont avoir les expansions de slot et à venir les Mastery Pack. Du coup, tu es beaucoup plus libre dans ce que tu fais pour ton set de draft et tu peux beaucoup plus te concentrer dans le set de draft sur des cartes qui vont avec les héros dans le set et pas juste des cartes qui vont avec la classe en tant que telle. Parce que t'as pas besoin que ta bonne carte Wizard de Rosetta elles viennent donner du support à Kano, t'as besoin qu'elle soit forte pour Ocilio et ou Verdance. Parce que c'est ça que tu veux dans ton set de draft. C'est ça que tu veux dans les gens qui ouvrent du Rosetta. Ils se disent ouah, la carte elle est trop bien pour Ocilio, je vais jouer avec. Pas qu'ils se disent ouah, la carte est trop bien pour le héros qui est sorti à 17 et qui existe toujours, tu vois. Et ça leur permet de faire ça aussi parce que si ils estiment que Kano doit avoir du support, ils n'ont pas besoin de lui prêter une bonne Majestic dans Rosetta. Ils ont besoin de lui faire un expansion slot quelque part. Non, et ils peuvent le faire un set avant, un set après, 2 sets avant, 3 sets après. Et donc ils ont beaucoup plus de flexibilité. En tout cas, j'espère que Syndra va vraiment être très très forte. Parce que nous avons affaire à un des rares cas où justement il a eu 0 expansion slot. On parle de faille. Voilà, typiquement. Du coup, ils ont mis 2 ans à sortir un nouveau set draconique. Et non, le Tome of Imperial Flame n'est pas du support pour faille. Vraiment pas. Alors, moi je vois. Attends, on va compter. Une. Deux. Je parle pas des cartes ninja, je parle des cartes draconiques. Deux. Bah si, les cartes ninja, c'est un ninja ton héros. Bah oui, mais elles sont pas jouables dans faille. Deux. Attends, 2, 3. 3 plus un set entier où il y a des ninjas. Ouais. Bah, 3 cartes en 4 sets d'expansion slot. Moi, je trouve que c'est ok. Hein. Ouais, alors les 3 cartes, c'est quoi? C'est Ancestral Harmony. Ah, 4 Voilà. Incroyable. Ancestral Harmony qui, du coup, faille ne joue littéralement aucune carte avec combo. Du coup, ça ne marche pas du tout. Ok. Soyons honnêtes. Les viewers, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi. Night Crash ne fait pas d'effort. Il a dit littéralement, ils n'ont sorti aucune carte pour faille. Oui.
Moi, je dis qu'il y a des cartes qui sont légales dans Faille qui sont sorties dans des expansion slots. Oui, merci, elles sont légales dans Faille. Oui, d'accord, Bah évidemment. voilà. Arrête de te plaindre. Mon Parce que, Dieu. parce que, non mais, parce qu'avant ça, par exemple, quand Bright Light s'est sorti avec Contest the Minefield, Ah, on il a bien n'avait rigolé, sorti hein. aucune carte pour Cano depuis longtemps. Et je pense que l'écart Mais il y a eu entre aucune Kindle. carte légale à part des génériques pour Cano, c'était après. L'écart entre aucune en hors générique, entre aucune carte Wizard print entre elles, est plus grand qu'entre aucune carte Ninja Ah, ou Draconique entre elles. mais Croissant, je suis tout autant d'accord. Wizard, c'était la Voilà, dèche. Genre, voilà. Donc, et on en on parlait arrête d'ailleurs, de en se fait, plaindre de et faille. pendant pas mal de temps, on en parlait, on était en mode c'est cool. Il y a autant de support pour Kano que pour Faille, tu vois. On était un peu dans la même situation. Et puis après, ils ont sorti Mais en même Kindle. temps, Et je vous mais invite en à même aller temps, voir la review qu'on avait fait où Croissant dit Kindle. Ouais, je comprends pas trop pourquoi ils impriment ça, machin. Et puis au final, la carte est très forte. ouais, j'avoue, je me Voilà. suis complètement trompé. Et Je pensais que la carte allait plus à la merde puisque c'était un instant. En fait, c'est la meilleure carte du deck. Bien donc, joué à moi, j'ai bien analysé. donc au final, là, il sort The Undead. Donc c'est bien, je ne vais plus me plaindre. Parce que là, on va avoir plein de Si, cartes dans il va Panic. encore. Non, mais en fait, il va encore se plaindre parce qu'il va encore perdre ses games, puisque juste on va lui arracher la gueule et il va être triste. Non, je vais Il perdre va mes dire games parce que je suis non, nul, mais voilà. mais bon, ça c'est Mais il va logique, hein. continuer à se plaindre. Mais en tout cas, voilà. Le dernier truc que je voudrais dire quand même, Mm. même si bon, comme d'hab, on s'éparpille un peu sur ces épisodes et tout, mais euh, je pense que le seul défaut des expansion slots, parce que du coup là, on a un peu dit à quel point c'était bien et tout. Le seul défaut, c'est, enfin, en fait, il y en a, pour moi, il y en a en gros trois. Le premier, c'est que ils ne peuvent quand même pas tout mettre en expansion slot dans une extension et que du coup, ils font quand même des choix sur ce qu'ils impriment qui impactent directement la méta. Et ça, même si c'est le cas de toute façon avec les main sets, évidemment, le fait qu'il y ait des cartes d'expansion slot qui impactent autant la méta et entre guillemets, enfin la méta ou un deck, et de manière aussi claire, je trouve que c'est dommage parce que ça enlève un petit peu de d'agency aux joueurs et à la commu. Et tu vois, c'est un peu LSS qui leur dit bah regardez, genre cette carte-là, vous allez la jouer et son deck va être fort et vous allez jouer ce deck. Mm. Et je sais, avant que des gens le disent dans les commentaires, je sais que c'est le cas aussi dans un main set. S'ils décident que Part the Mistveil est une extension meilleure que Rosetta, bah lorsque Rosetta sort, on continue de jouer Part the Mistveil. J'en suis bien conscient. Mais à l'échelle d'un set, ça me dérange un petit peu moins parce que s'ils font un set avec un power level plus élevé, on peut naviguer à l'intérieur de ce set. Alors que quand ils sortent juste une carte qui dit bah ce deck là il passe de tier 2 à tier 0.5, c'est vraiment LSS qui décide de prendre une carte qui a un power level tel qu'on est obligé en tant que joueur de reconnaître qu'il faut qu'on joue ce deck. Mm. Ou il faut qu'on se prépare contre le deck parce que le deck va être méta rien qu'avec une carte de changement. Et donc, voilà. Ou de la même manière que, tu vois, quand ils sortent Kindle, bah, tu ne peux pas jouer Kano sans Kindle maintenant, tellement la carte est impactante pour le deck et pour ce que ça permet de faire. Et, et ça, je suis pas toujours fan que ce soit aussi clair, entre gros guillemets, dans l'aspect, regardez, on vous print une carte que vous allez jouer. Mm. Enfin, en tout cas, dans le contexte des expansion slots. Le deuxième défaut que je mettrais aux expansion slots, c'est qu'à l'inverse de ça, il y a des cartes qui sont vraiment inutiles pour le moment, qui le seront peut-être tout le temps. On parlait de Slay, mais il y a Contest the Minefield, les Dust qui sont sortis à chaque expansion slot pour les différents dragons et tout. Et en fait, ces cartes-là, ça Alors me fait pour le dire d'ailleurs coup, que je crois, attends, je crois que j'ai oublié. Il doit y avoir une extension que j'ai oubliée où il y a des expansion slots avant parce qu'il n'y a pas les Dust là. Enfin, genre, il n'y a pas les 3 Dust initiales. Ah, c'est dans. C'est quoi le set juste avant Bright Light, le set d'expansion? Dynasty, Oui. Ah, mais c'est pas des expansions, c'est c'était juste pas qu'il y en a eu DSE, 3. c'était ça. Ok. En fait, apparemment, les Euh, Dust, de ce que j'ai compris, c'est un peu cas particulier parce que les cartes sont à destination de Drawby, mais apparemment elles sont flavor parce qu'en fait, les Dust correspondent aux dragons de la région. oui, C'est un alors, délire comme oui. ça, je crois. Non, non, mais. Donc c'est des cartes qui sont sympas au niveau du lore, du flavor et tout, Mais je qui suis sont d'accord. inutiles. Mais la À ouvrir, réalité, t'es pas c'est que du content. coup, exactement. L'autre problème des expansion slots, c'est que comme ils font des cartes qui sont très nulles ou pas bonnes tout de suite, et à l'inverse des cartes bonnes tout de suite, tu vois, quand dans ton display de Bright Lights, tu ouvrais Tome of Imperial Flame comme expansion slot, tu avais une carte qui valait quasiment 50 balles. Quand tu ouvrais une Dust, tu avais une carte qui en valait 50 centimes.
Et Mm. ça, c'est c'est pas forcément ultra bien équilibré pour le feels good ou le feels bad des joueurs qui ouvrent. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage et un peu un problème aussi potentiel des expansion slots. Ce côté où tu as un peu cet aspect de. Ça définit une bonne partie de la value de ton display, ou ça peut définir une bonne partie de la value de ton display. Et tu vois, typiquement de ce point de vue-là, je trouve que celles de SV Eaters sont un peu mieux dans le sens où elles sont toutes euh, à un niveau qui a l'air plutôt bon dans le texte de la carte, mais sur des decks qui à ce moment-là n'étaient pas forcément très forts ou très joués ou très pertinents, et pas forcément sur des cartes qui permettaient de rendre ces decks-là broken d'un coup ou quoi. Mm. Et du coup, c'est des cartes qui sont toutes restées, ou presque toutes, dans la même range de prix entre genre 5 et 10 euros environ. Et du coup, il y avait moins ce feel bad, tu vois. Je trouve que c'était plus équilibré. Mais du coup, t'en as aucune, plus ou moins, qui est venue genre vraiment avoir un impact énorme sur la méta, comme a pu l'être Tom of Imperial Flame. Mm. Donc c'est un peu tu vois, du donnant-donnant, et je pense que c'est très dur d'équilibrer les deux, et que c'est un problème un peu inhérent à ce fonctionnement-là. Mm. Je suis Euh, d'accord. et le troisième défaut que je donnerais aux expansion slots, et ça c'est en comparant avec Grand Archive, et si vous avez écouté le podcast la semaine dernière, vous savez de quoi je parle, c'est sur Grand Archive, il y a un système qui est un peu similaire. Et qui en même temps est fondamentalement différent parce qu'ils peuvent le sortir quand ils veulent. En gros, enfin ils sortent pas tout à fait quand ils veulent, en général c'est lors de l'annonce d'une banlist, mais comme il y a des banlists tous les mois, euh, quitte à ce que rien ne change dessus, mais il y a une annonce de banlist tous les mois. En fait, sur Grand Archive, ils ont un système qu'on appelle le Proxias Vault. Et le Proxias Vault, en fait, c'est un truc qui dit regardez, on a imprimé une nouvelle carte. Cette carte-là n'est dans aucun set. Cette carte-là, le seul moyen de l'avoir physiquement, c'est en allant à un event de niveau calling ou plus pour prendre les termes de Flesh and Blood. Mais pendant un an après la disponibilité physique de ce produit, et je crois que les 1 an, c'est à partir du moment où la carte sort dans un set. Donc c'est même pas à partir du moment où elle est distribuée dans des événements. C'est si la carte est imprimée dans un set, euh, vous avez 1 an pour vous procurer une copie physique. Avant ça, votre copie imprimée depuis chez vous, tant qu'elle est lisible et claire et tout, est légale. Mm. Et alors ça, c'est permis parce que c'est des cartes qui sont exclusivement euh, dans ce qu'on appelle un matériel deck, qui est du coup quelque chose qui n'est pas randomized. Donc c'est un deck qu'on peut classer et du coup, il n'y a pas de problème à reconnaître des cartes. Donc il n'y a pas de problème à avoir des bouts de papier imprimés sur d'autres cartes parce que c'est pas un souci quand on shuffle de pouvoir savoir où est la carte. Et l'énorme avantage que ça permet ça, c'est que ça permet, de l'imprimer facilement et rapidement quand il y en a besoin pour une méta. Et ça permet, si la carte n'a plus raison d'être parce qu'elle était là pour booster quelque chose qui entre-temps a eu une extension de support et donc a plus besoin d'être boosté, bah on peut facilement bannir la carte parce que personne ne l'a achetée en fait, Mm. C'est ça. puisqu'elle était juste imprimée. Et du coup, dans cette idée de régulation de méta que peut avoir sous une certaine forme les expansion slots, je les trouve un peu lents. Parce que tu as au moins 3, voire des fois 6 mois de différence entre le moment où un truc serait pertinent et devrait sortir et le moment où il sort réellement. Mm. Et du coup, c'est le troisième un peu défaut que je donnerais au système. Mais en même temps, comme le but du système n'est pas uniquement de print des cartes qui viennent dicter la méta et qui viennent renforcer des héros pour les rendre tier 1, bah en fait, c'est logique aussi que. Enfin, c'est pas que c'est logique que ça prenne plus de temps, mais c'est que c'est pas grave. Tu vois, genre Slay, qu'on les 3 ou 6 mois après la sortie de Ça change Vincent, rien. c'est, tu vois, dans tous les cas, la carte elle est flavor, on est content, c'est marrant, c'est sympa, la carte en foil elle est belle et c'est cool. Oui, c'est ça. Non, je suis d'accord pour le coup. C'est vrai que là, t'as bien énoncé les défauts. Pas grand-chose à rajouter là-dessus. Surtout la différence de prix entre certains expansion slots, qui c'est vrai que pour le coup a fait grimacer quelques personnes. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont ouvert des displays. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'expansion slots. Quand tes deux expansion slots, c'est Undust et Slay, bon, c'est vrai que tu tires un peu Mm, tires un peu la gueule, quoi. Donc, c'est ça. par contre, ce que j'ai trouvé sympa dans Rosetta,
c'est le fait d'avoir sorti une expansion slot pour le Living Legends. En tout cas, pour l'instant, pour le Living Legends. Ouais, Avec l'expansion de mais Braillard. ouais. Mais ça c'est bien, c'est parce qu'il pousse le format pousse et le que format. le set s'y prêtait. Mais du coup, c'est effectivement un des avantages aussi de l'expansion slot. C'est comme on a dit, comme c'est des cartes qui ne sont pas légales dans le limité de toute façon, on peut print des trucs qui n'ont rien à voir avec le set. Que ce soit en termes de design, que ce soit en termes de gameplay, que ce soit. Et en fait, du coup, il y a vraiment une grande liberté sur. Ah, bah, un jour, on se met à vouloir équilibrer le blitz. Ah, bah, ce serait bien que tel héros ait telle carte en blitz. Hop là, on print. Ou ce genre de truc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est permis aussi par la nature de l'expansion slot et par la, comment dire, et par la liberté qu'ils se donnent dans le design de ce qu'ils peuvent mettre dedans. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Bah écoute, est-ce que tu as encore des choses à rajouter? Bah, je crois qu'on a fait le tour. Je pense. Je pense qu'on a Je bien crois je discuté. crois qu'on a fait le tour. C'est quelque chose on voulait parler parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent vraiment précisément de qu'est-ce qu'un expansion slot. Et je trouve ça bien qu'on ait fait cet épisode. Mm. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que Croissant a passé un bon moment. Ouais, Encore une fois, il a beaucoup parlé, mais ce qu'il dit, même s'il parle beaucoup, c'est toujours très intéressant. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. C'est le premier endroit où vous verrez la sortie des vidéos. Surtout mm. qu'en plus, comme vous l'avez vu, on commence à se mettre sur plusieurs TCG, donc potentiellement plus de vidéos, des gameplays, pas mal de choses qui arrivent. Donc j'espère Yes. que tout ça vous a plu. On vous fait des gros Mhm. bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde!